Le chef impitoyable de la mafia appela la serveuse une menteuse pour avoir prétendu qu'elle parlait 7 langues, mais devint complètement silencieux quand elle dit juste 3 mots en russe. Des mots qui prouvaient qu'elle savait exactement qui il était et ce qu'il avait fait. Cassandra pressa sa paume contre le froid comptoir de marbre noir, sentant sa surface glacée et l'ancrer, alors qu'elle tirait une respiration lente et tremblante. La salle à manger d'obsidienne s'étirait devant elle comme une scène ténébreuse. De faibles chandeliers de cristal projetant des flaques de lumière ambrée sur des tables drapées de velours noir, des chaises en chêne foncé arrangées avec une précision militaire, et le faible bourdonnement de conversations prononcées dans dangereux murmures. L'air sentait le parfum cher, le whisky vieilli, et des secrets qui pouvaient faire tuer des gens. C'était le genre d'endroit où les hommes ne venaient pas manger. Ils venaient faire des affaires qui ne verraient jamais le jour, régler des comptes sans témoin, rappeler au monde qui détenait le pouvoir. Et Cassandra, une femme de 27 ans, travaillant 3 emplois pour garder sa sœur mourante en vie. Elle n'était pas ici pour gravir aucune échelle. Elle était ici pour survivre une autre nuit. Laisse un commentaire avec ta ville et écrase ce bouton j'aime. Partage ceci avec quelqu'un qui aime une dangereuse histoire d'amour. Abonne-toi pour ne pas manquer ce qui se passe ensuite, parce que ce que ce chef de mafia est sur le point de découvrir changera tout ce qu'il pensait savoir sur le pouvoir. 2 heures plus tôt, Cassandra se tenait dans son petit studio à Brooklyn, où le son des cafards rampant le long des murs était devenu une bande sonore familière. Elle fixa son téléphone alors que le numéro de l'hôpital Mount Sinai brillait sur l'écran, et elle savait ce que l'appel apporterait avant même de décrocher. La voix de la directrice financière de l'hôpital était froide et mécanique, comme si elle lisait un script qu'elle avait mémorisé il y a longtemps. Penny Reyes, sa jeune sœur, avait besoin de 12 000 $ dans les 2 semaines où ils arrêteraient de traiter son lupus. Pas d'exception, pas de négociation, pas de pitié pour une fille de 20 ans combattant une maladie auto-immune qui dévorait son corps jour après jour. Cassandra raccrocha sans un mot parce que restait-il à dire quand elle avait entendu cette histoire des douzaines de fois au cours des 3 dernières années? 3 ans à travailler 3 emplois. 3 ans à esquiver des propriétaires exigeant un loyer. Des collectionneurs de dettes appelant à minuit. Et la lente érosion de sa propre force de l'intérieur vers l'extérieur. 3 ans à se tenir derrière la vitre de l'hôpital, forçant un sourire à Penny et disant que tout irait bien tout en sachant qu'elle mentait. 12 000 $. Elle n'avait même pas mot 200 dans son compte. Cassandra se regarda dans le miroir et vit une femme de 27 ans avec les yeux de quelqu'un qui avait vécu 50 ans. Et elle se dit que cette nuit n'était qu'une nuit de plus à traverser. Juste une nuit de plus. Elle arriva à l'Obsidienne à 18 heures et enfila son uniforme dans la petite salle du personnel épaisse de fumée de cigarettes et de parfums bon marché. Harold Brennan, le gérant du restaurant, un homme de 55 ans dont le visage était perpétuellement rouge d'alcool et d'anxiété, l'arrêta au moment où elle sortit. « VIP ce soir, dit-il, sa voix tremblant comme s'il était celui qui allait être traité. Une erreur, juste une, et elle était finie. Pas renvoyée, finie. » Cassandra ne demanda pas qui était le VIP parce qu'elle avait travaillé à l'Obsidienne assez longtemps pour savoir que les gens qui franchissaient ses portes n'étaient pas le genre à apparaître sur les couvertures de magazines de Forbes. Ils étaient le genre qui faisait baisser les yeux aux hommes de Forbes. Elle hocha la tête, avala sa peur avec l'amertume du café froid et entra dans la salle à manger principale. Puis les portes s'ouvrirent. Il n'y eut pas de carillon et pas de salutations bruyantes, seulement un silence qui ondula vers l'extérieur comme l'onde de choc d'une explosion. Cassandra le vit avant de voir l'homme. Les conversations moururent en milieu de phrases. Les fourchettes gelèrent en plein air. Des hommes riches et puissants qui étaient habitués à donner des ordres et à être obéis baissèrent soudainement leurs regards sur leurs assiettes, comme si ces plats étaient les choses les plus fascinantes du monde.
Matteo Corsetti entra dans l'obsidienne comme s'il possédait l'endroit. Et peut-être qu'il le faisait. Il était grand et large d'épaules, ses cheveux noirs lissés en arrière à la perfection, une légère cicatrice courant le long du côté gauche de sa mâchoire, comme un rappel de ce qui arrivait à quiconque osait le défier. Un costume 3 pièces anthracite collait à son corps comme une armure, et ses froids yeux gris balayaient la pièce avec les calculs d'un prédateur évaluant sa proie. 4 hommes le suivirent, y compris une figure massive avec un visage sculpté dans la pierre, dont Cassandra apprendrait plus tard qu'il s'appelait Bruno Santini. Ils ne bougeaient pas comme des gardes du corps. Ils bougeaient comme des loups gardant leur chef de meute. Harold apparut aux côtés de Cassandra, et elle pouvait sentir sa sueur sous la couche de Cologne bon marché. « Table 9, murmura-t-il, sonnant comme un homme au bord de la mort. « Tu sers la table 9. Garde-les heureux. Fais tout ce qu'ils demandent, et si tu te trompes, ne reviens jamais ici. » Cassandra regarda Harold à la façon dont ses mains tremblaient et comment il ne pouvait pas lever la tête quand Matteo Corsetti passait. Elle comprit instantanément que ce n'était pas un homme d'affaires riche. C'était le genre d'homme qu'elle avait rencontré pendant ses années en foyer, le genre qui pouvait décider qui vivait et qui mourait sans jamais avoir à s'expliquer à quiconque. Elle prit une lente inspiration, pressa sa paume contre le marbre glacé du bord et marcha vers la table 9. 12 000 $ résonnèrent dans sa tête. Penny attendait. Ce soir n'était qu'une autre nuit qu'elle devait survivre. La table 9 était assise dans le coin le plus éloigné du restaurant, où la faible lueur des chandeliers de cristal ne pouvait pas tout à fait atteindre, créant une poche d'ombre que Cassandra comprit immédiatement avoir été conçue exprès. C'était là où les conversations n'étaient jamais censées être entendues, où les affaires n'étaient jamais censées être connues, où les décisions pouvaient remodeler les vies de centaines de personnes qui ne recevraient jamais le droit de s'objecter. Elle s'approcha à pas réguliers, gardant son visage vide comme un miroir qui ne reflétait rien d'autre que le professionnalisme. Dans ce genre de travail, elle avait appris qu'être invisible était une compétence de survie. Personne ne prêtait attention à la serveuse, et c'était exactement ce dont elle avait besoin. Matteo Corsetti était assis à la tête de la table, penché en arrière, avec l'aisance d'un homme qui savait que personne dans la pièce n'osait le menacer. À sa droite était assis un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux argentés soigneusement lissés en arrière. Un visage que Cassandra reconnaissait des extraits de nouvelles politiques qu'elle parcourait parfois en attendant le bus. Le congressman Richard Holt, représentant du district de Manhattan, toujours encadré de sourires aveuglants et de discours sur la justice et l'égalité. Le voir ici s'inclinant vers Matteo comme un subordonné attendant des instructions, Cassandra réalisa que tout ce qu'elle avait cru sur la façon dont le monde fonctionnait n'était rien de plus qu'un théâtre mis en scène pour les naïfs. À côté de Holt était assis un homme au visage rubicond avec de larges épaules, des yeux porcins et un rictus permanent tirant sur sa bouche. Frank, elle entendit quelqu'un murmurer en passant. Bruno, le géant de pierre, se tenait directement derrière Matteo, son regard balayant la pièce sans pause comme un faucon gardant son territoire. Cassandra s'arrêta à un pas de la table, assez proche pour entendre, mais assez loin pour ne pas s'immiscer. « Bonsoir, messieurs, dit-elle, sa voix légère et neutre. Mon nom est Cassandra, et je vous servirai ce soir. Êtes-vous prête à commander, ou souhaitez-vous que je revienne dans quelques minutes? » Matteo ne leva même pas les yeux. Il parlait à Hall d'une parcelle de terrain à Riverside, sa voix basse et égale comme s'il discutait de la météo au lieu de millions de dollars. Projet de réaménagement d'Eastern Harbor, Cassandra attrapa. Blanchiment d'argent, elle comprit instantanément sans que personne ne le lui épelle. Elle avait grandi dans le système de foyer d'accueil assez longtemps pour reconnaître le langage des hommes, essayant de légaliser ce qui ne pouvait être légalisé. Hall hocha la tête sans cesse, un sourire sycophante collé à son visage alors qu'il signait une pile de documents qu'il ne pouvait clairement pas se donner la peine de lire. « Whisky », dit Matteo, ne la regardant toujours pas. « Malin, 25 ans pour toute la table. »
Cassandra hocha la tête et le nota. Même si elle savait que cette bouteille coûtait presque autant qu'un mois de son loyer, elle était sur le point de se retourner quand Frank se leva, une main portant son téléphone à son oreille, tandis que l'autre lui fit signe de rester là comme si elle était un objet à commander. Il s'éloigna de quelques pas de la table, mais pas assez loin pour que Cassandra n'entende pas. Puis il commença à parler en russe. L'envoi arrive vendredi, port de Newark, 2 heures du matin. Assure-toi qu'il n'y ait pas d'erreur cette fois si tu ne veux pas finir comme le dernier. Cassandra sentit le sang dans ses veines se transformer en glace. Elle connaissait le russe. Elle l'avait appris seule pendant des nuits sans sommeil dans des orphelinats, quand les livres avaient été la seule chose l'empêchant de perdre la raison. Elle comprit chaque mot que Frank venait de dire. Comprit que l'envoi n'était pas des meubles ou du vin. Comprit que le dernier gisait probablement au fond de la rivière Hudson avec une dalle de béton enchaînée à ses pieds. Et pendant un instant fugace, si bref qu'elle pensa l'avoir maîtrisé. Son visage changea, un clignement, un léger serrement de sa mâchoire. Un regard réflexe vers Frank avant qu'elle ne détourne le regard à nouveau, mais ce fut suffisant. Quand Cassandra se retourna vers la table, elle rencontra les yeux gris de Matteo Corsetti fixés droit sur elle. Pas le regard désinvolte d'un client reconnaissant un serveur. Pas le renvoi indifférent qu'il lui avait donné quelques secondes plus tôt. C'était le regard d'un prédateur qui venait de détecter quelque chose d'anormal à l'intérieur de son territoire. Froid, calculateur, pénétrant. Il ne parla pas, ne bougea pas, n'altéra pas sa posture. Il regarda seulement. Et Cassandra savait, avec la certitude de quelqu'un qui avait survécu assez longtemps pour reconnaître le danger, qu'elle venait de faire la plus grosse erreur de sa vie. Elle força ses traits au calme, hocha la tête avec une politesse pratiquée et se tourna vers le bar pour chercher le whisky, mais elle pouvait sentir son regard brûler son dos à chaque pas qu'elle faisait. Ce soir n'était plus une nuit ordinaire. Ce soir, elle était entrée dans la ligne de mire d'un loup, et les loups n'oubliaient pas. Cassandra retourna à la table neuve avec le plateau de whisky. Forçant ses mains à ne pas trembler alors qu'elle posait chaque verre devant les hommes. Et elle pouvait sentir le regard de Matteo suivre chacun de ses mouvements. Pourtant, elle refusa de regarder en arrière, parce que regarder en arrière signifiait admettre qu'elle savait qu'il était suspicieux. Et dans ce monde, admettre quoi que ce soit pouvait devenir une sentence de mort. Frank avait terminé son appel et se laissa tomber dans sa chaise, son visage plus rouge qu'avant. Peut-être de l'alcool, peut-être du frisson de ce qu'il venait de discuter, s'écrasant contre le dossier avec une impolitesse théâtrale, comme si c'était un insigne d'honneur. L'affaire avec ces gars russes est réglée, annonça Frank bruyamment, sa voix portée pour que tout le restaurant l'entende. Heureusement que je parle russe ou ils nous auraient fait tourner comme des toupies, se penchant vers Hull et frappant sa propre poitrine avec une fierté suffisante. 3 langues, congressman, anglais, russe et italien. Et dans cette affaire, si vous ne connaissez pas les langues, vous creusez votre propre tombe. Holt hocha la tête avec l'admiration pratiquée d'un politicien de carrière, puis se tourna soudainement vers Cassandra, qui se tenait à proximité pour voir s'ils avaient besoin de quelque chose d'autre. « Et vous? » demanda Holt avec un sourire condescendant. « Parlez-vous des langues étrangères, ou l'anglais est-il déjà assez difficile pour une serveuse? » Cassandra savait qu'elle devrait mentir. Elle sourirait faiblement et secouerait la tête et disparaîtrait dans les ombres comme une figure dont personne ne se souviendrait, parce que c'était la chose intelligente à faire et la chose qui la garderait en sécurité. Mais quelque chose à l'intérieur d'elle, quelque chose qui avait été piétiné et rejeté pendant 27 ans, quelque chose qui s'était incliné devant des hommes comme Frank et Hull toute sa vie, refusa soudainement de le supporter davantage. « Je parle 7 langues, dit-elle, son ton aussi calme que si elle annonçait le plat du soir. La table tomba silencieuse pendant une seule seconde et éclata ensuite de rire. Frank riant le plus fort, son rire grossier secouant son ventre épais,
alors qu'il criait 7 langues. La serveuse parle 7 langues. Comptez-vous l'argot de rue aussi, ou le latin de Park se qualifie-t-il? Pendant que Holt se joignait au rire obséquieux d'un homme qui riait toujours avec quiconque détenait le pouvoir, et Bruno derrière Matteo ne bougea pas du tout, son visage vide comme de la pierre. Mais Matteo ne rit pas. Il était assis là avec son whisky à la main, les yeux gris ne quittant jamais Cassandra un instant, et les rires autour de la table moururent lentement, alors que les autres réalisaient que leur patron ne trouvait pas cela amusant. Frank étant le premier à se taire, son sourire figé sur ses lèvres, alors qu'il regardait Matteo, puis de nouveau Cassandra avec confusion. « Prouve-le » dit Matteo d'une voix basse et égale. Ce n'était pas une demande, mais un ordre. Vous dites que vous parlez 7 langues, alors prouvez-le. L'air à la table changea complètement. Ce n'était plus une blague, c'était un test. Et Cassandra comprit que si elle échouait, les conséquences ne s'arrêteraient pas à la perte de son emploi. Elle prit une inspiration, rencontra les yeux de Matteo et commença à parler italien. Sa voix coulait sans trébucher, sa prononciation précise jusqu'à la cadence toscane, et elle ne dramatisa pas ou ne joua pas. Elle parla simplement comme si l'italien était la langue qu'elle utilisait tous les jours. La bouche de Frank tomba ouverte. Holt arrêta de rire entièrement. Matteo ne réagit pas au-delà d'un hochement de tête presque imperceptible. « Continue, dit-il. Français. » Cassandra changea instantanément sans une seconde d'hésitation. Frais. Son français était doux et élégant, parisien en rythme, comme si elle avait vécu sur le Shell toute sa vie. La table neuve était devenue complètement silencieuse maintenant, sans plus de ricanement et sans plus de regards méprisants. Frank la fixant comme si un fantôme s'était matérialisé devant lui. Holt posant son whisky et oubliant de le boire. Bruno, pour la première fois depuis que Cassandra l'avait remarqué apparaissant vraiment attentif, et Matteo toujours assis là avec ce calme inquiétant. Pourtant, quelque chose dans ses yeux gris avait changé. Plus de suspicion, mais de la curiosité, du calcul, et peut-être, juste peut-être, quelque chose comme de l'admiration qu'il essayait de cacher parce qu'elle parlait vraiment 7 langues. Et maintenant tout le monde à la table savait qu'elle n'avait pas menti. Et la seule question qui restait était de savoir si cela la sauverait ou la tuerait. Frank fut le premier à rompre le silence, mais pas avec des louanges, parce qu'il avait vécu trop longtemps dans ce monde pour être impressionné par quiconque, surtout une serveuse en talons usés et en uniforme bon marché. Alors il s'éclaircit la gorge et se pencha en avant avec le demi-sourire d'un homme sur le point de tendre un piège. « D'accord, » dit-il, sa voix tranchante de défi. L'italien et le français sont assez faciles à apprendre pour les gens, mais qu'en est-il du russe? Il insista sur le mot russe comme un atout destiné à l'exposer comme une menteuse parce que dans son esprit, il n'y avait aucun moyen qu'une serveuse de Brooklyn puisse connaître le russe. Et si elle ne le faisait pas, alors tout ce qu'elle venait de montrer n'était rien de plus que de la chance. Quelques lignes mémorisées d'un livre de voyage. « Dis quelque chose un russe », pressa Frank, ses yeux scintillants de la cruauté de quelqu'un désireux d'humilier une autre personne. « Laisse-moi entendre à quel point tu es vraiment bonne. » Cassandra savait que c'était un piège. Elle savait exactement ce que Frank pensait, qu'il se sentait en sécurité à cause de l'appel qu'il venait de faire, qu'il était certain qu'elle n'avait pas pu comprendre ce qu'il avait dit, et elle aurait pu répondre avec n'importe quoi d'autre. Une simple salutation, une phrase inoffensive sur la météo, quelque chose qu'il ne pourrait pas facilement contester parce que cela aurait été le choix sûr et le choix intelligent. Mais Cassandra était fatiguée d'être en sécurité. 7 ans, elle avait joué la sécurité, baissé la tête, avalé l'humiliation. Et où cela l'avait-elle menée? Un appartement grouillant de cafards, une sœur mourant lentement et une vie où elle luttait chaque jour juste pour continuer à respirer. Elle regarda Frank droit dans les yeux et décida que si elle devait mourir ce soir, au moins elle mourrait avec la vérité sur ses lèvres. Pieta Newark, 3 mots, seulement 3 mots en russe vendredi. Newark 2,
et Cassandra les prononça avec une prononciation parfaite, nette et froide comme la glace, laissant le silence qui suivit confirmer qu'elle savait tout. Le temps se figea. Frank devint pâle comme si quelqu'un l'avait frappé au ventre, son sourire disparaissant et laissant derrière lui une terreur pure quand il réalisa ce qu'elle venait de dire, parce qu'elle avait entendu son appel et compris chaque mot. Elle savait pour l'envoi, l'emplacement, l'heure, et maintenant elle se tenait ici le regardant droit et prouvant qu'elle savait. Hall repoussa sa chaise, les instincts d'un politicien de carrière lui criant de mettre de la distance entre lui et tout ce qui était dangereux. Bruno bougea vite et silencieusement comme une panthère, sa main glissant à l'intérieur de sa veste, là où Cassandra savait qu'une arme l'attendait. Frank atteignit sa propre hanche où il gardait son arme, son visage se tordant de rage et de peur. Parce que cette femme en savait trop et elle devait disparaître. Mais avant que quiconque ne puisse agir, Matteo Corsetti leva un doigt, juste un doigt, pas toute sa main et pas un grand geste. Seulement un seul doigt levé de quelques centimètres au-dessus du dessus de table et tout s'arrêta. Bruno se figea, sa main toujours à l'intérieur de sa veste, mais ne bougea pas d'un pouce. Frank semblait collé à sa chaise, ses yeux allant de Cassandra à Matteo et retour, n'osant pas agir sans permission. Hall ne respira même pas. La pièce sombra dans un silence si lourd que Cassandra pouvait entendre son propre cœur battre dans sa poitrine. Et elle se tint là sans bouger, sans supplier, sans expliquer. Parce que si elle allait mourir, elle allait le faire la tête haute. Matteo l'étudia pour ce qui sembla une éternité. Ses yeux gris scannant son visage et lisant chaque détail, chaque clignement, chaque souffle, chaque muscle tenu tendu sous sa peau, et il n'y avait pas de colère dans son regard. Aucune de la fureur chaude qu'elle avait vue chez Frank, seulement quelque chose de bien plus dangereux. Curiosité et calcul, comme un joueur d'échecs qui venait de voir un coup inattendu et réévaluait l'échiquier entier. « Partez », dit Matteo, sa voix pas plus forte qu'un murmure, pourtant assez puissante pour faire frissonner tout le monde. « Partez tous, laissez-la rester ici avec moi. » Frank ouvrit la bouche pour protester et commença à dire « Boss, elle a entendu l'appel, elle sait à propos d'eux. » Mais un seul regard de Matteo le fit taire. Bruno fit un seul hochement de tête, retira sa main de sa veste et se dirigea vers la porte. Le seul qui ne questionna pas l'ordre, non parce qu'il n'était pas inquiet, mais parce qu'il avait suivi Matteo assez longtemps pour savoir que son patron avait toujours une raison. Holt se leva si vite qu'il faillit renverser sa chaise, marmonnant quelque chose à propos d'une réunion le matin et ayant besoin de partir tôt. Frank se leva plus lentement, ses yeux toujours fixés sur Cassandra avec une haine pure, comme s'il mémorisait son visage pour une vengeance ultérieure. En 30 secondes, la table neuve était vide, ne laissant que 2 personnes derrière. Matteo Corsetti, le chef de la famille mafieuse la plus puissante de la côte est américaine, et Cassandra Reyes, la serveuse qui venait de prouver qu'elle en savait trop pour être autorisée à vivre, se faisant face dans un silence suffocant, tandis qu'une lumière tamisée projetait des ombres agitées sur leurs 2 visages. Et Cassandra ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, seulement que sa vie venait de changer complètement, en l'espace de 3 mots, et il n'y avait pas de retour en arrière. Matteo ne dit rien pendant si longtemps que Cassandra commença à se demander s'il attendait qu'elle parle la première, ou s'il décidait simplement de la meilleure façon de la tuer. Il était assis là, une main toujours autour de son verre de whisky, les yeux ne la quittant jamais, comme si elle était une peinture qu'il essayait de décoder. Il n'y avait pas de colère dans ce regard, pas de menace ouverte, seulement le froid calcul d'un homme habitué à prendre des décisions de vie ou de mort sans regret. Cassandra se tenait immobile. Elle refusa de s'asseoir même si ses jambes tremblaient. Elle refusa de montrer de la faiblesse même si son cœur martelait ses côtes. Si ces devaient être les dernières secondes de sa vie,
Elle les affronterait de la même manière qu'elle avait affronté tout le reste pendant 27 ans, seule debout. « Asseyez-vous », dit finalement Matteo, son ton pas tout à fait un ordre, mais proche d'une invitation. Cette conversation prendra un moment, et je n'aime pas parler aux gens qui sont debout. Cassandra hésita une seconde, puis tira la chaise en face de lui et garda juste assez de distance pour courir si elle le devait. Même si elle savait que courir n'aiderait pas à l'intérieur d'un restaurant plein de ces gens, elle s'assit le dos droit, les mains jointes sur ses genoux, et attendit. Matteo l'étudia comme s'il jaugeait sa réaction, puis hocha la tête avec quelque chose qui s'approchait de l'approbation. « Vous avez entendu quelque chose que vous n'étiez pas censé entendre, » dit-il. Pas de circonlocution, pas de menace, juste l'énoncé comme un homme d'affaires discuterait d'un problème qui devait être résolu. Frank est un idiot, mais ce n'est pas de votre faute. Le problème est que maintenant vous savez des choses qui, si elles sortaient, causeraient beaucoup de problèmes à beaucoup de gens, y compris moi. Il marqua une pause et prit une gorgée de whisky. J'ai 2 options pour vous. L'une d'elles se termine très mal pour vous. Cassandra sentit le froid se glisser dans son sang, mais elle ne montra aucune peur. Elle avait appris il y a longtemps que les prédateurs s'en nourrissaient. Elle n'allait pas lui donner cette satisfaction. « Quelle est la deuxième option ?» demanda-t-elle, son calme se surprenant elle-même. Matteo la regarda et pour la première fois, elle vit quelque chose dans ses yeux qui n'était pas du calcul. Peut-être de la curiosité, peut-être de l'amusement. La deuxième option est que vous travaillez pour moi. Il se pencha en avant et posa le verre sur la table. Mon précédent interprète était un homme en qui j'avais confiance depuis 5 ans. Il s'est avéré vendre des informations à Carmine Velez. Cassandra ne reconnut pas le nom, mais la façon dont Matteo le dit lui en dit assez. Cet homme a été traité, continua-t-il, et vous n'avez pas besoin de demander ce que cela signifie. Mais cela m'a laissé avec un problème. Dans 2 semaines, j'ai une importante négociation avec les Yakuza, la famille Tanaka de Tokyo. C'est un accord que j'ai préparé pendant 2 ans et je ne peux pas me permettre d'échouer. J'ai besoin d'un nouvel interprète, quelqu'un de propre. Pas de lien avec aucune famille, pas de passé qui puisse être exploité et surtout quelqu'un d'assez intelligent pour savoir quand se taire. « Et vous pensez que cette personne est moi ?» dit Cassandra. « Pas une question. » Matteo hocha la tête. « Vous parlez 7 langues, japonais aussi. Je suppose que vous étiez assez intelligente pour reconnaître l'appel de Frank comme important et assez imprudente pour l'admettre devant moi, au lieu de prétendre que vous n'aviez rien entendu. Cela me dit que vous n'êtes pas le genre à vendre des informations derrière mon dos. Vous seriez soit loyal, soit vous me confronteriez directement. Je peux travailler avec les deux. » Il continua sur le même ton calme. « 50 000 $ pour une nuit, vous interprétez. Vous gardez le silence sur ce que vous entendez, puis vous partez libre. » Cassandra sentit son souffle se couper. 50 000 $. 4 fois ce dont elle avait besoin pour sauver Penny. Une nuit de travail et sa sœur continuerait à recevoir des traitements. Pourrait vivre. Une nuit et tout pourrait changer. Mais elle n'était pas naïve. Il n'y avait pas de repas gratuit dans ce monde, surtout quand l'offre venait d'un chef de mafia. « Et si je refuse les 2 options ?» demanda-t-elle, rencontrant son regard. Matteo se tut un instant comme si elle avait demandé quelque chose qu'il n'avait pas attendu. Puis il inclina légèrement la tête, pesant la réponse. « Si vous refusez les 2, dit-il lentement, je respecterai votre choix. Bruno vous ramènera chez vous en toute sécurité ce soir. » Il marqua une pause. Quand il continua, son ton portait quelque chose que Cassandra ne pouvait pas entièrement lire. « Mais vous passerez le reste de votre vie à regarder par-dessus votre épaule. Pas à cause de moi, à cause de Frank. Et les hommes comme Frank ne pardonnent pas. » Le silence s'étira entre eux, lourd, chargé. Cassandra comprit ce qu'il n'avait pas dit. Matteo lui donnait un vrai choix, quelque chose qu'elle suspectait qu'il faisait rarement. Mais la liberté signifiait devenir une cible, pas pour lui, mais pour des gens comme Frank.
Des hommes qui n'accepteraient jamais qu'une serveuse qui connaissait leurs secrets respirait toujours. « Vous avez jusqu'à demain, » dit Matteo en se levant et en boutonnant sa veste. Il dit une carte sur la table. Seulement une suite de chiffres. Pas de nom, pas de titre. Appelez-moi avant midi. Il s'arrêta à la porte et la regarda de nouveau. Yeux gris illisibles. Ne me faites pas venir vous chercher. Puis il s'éloigna, laissant Cassandra seule dans la pièce sombre avec la carte à la main et une décision qui pouvait remodeler toute sa vie. Cassandra atteignit son appartement près de minuit, après que Bruno l'eut silencieusement conduite à travers Manhattan, puis Brooklyn, sans dire un seul mot. Elle monta au 5e étage d'un immeuble sans ascenseur et entra dans son minuscule studio où le silence oppressant n'était rompu que par le cliquetis métallique rythmé de tuyaux rouillés. Elle alluma la lumière et regarda autour d'elle les murs écaillés, le lit étroit aux draps jaunis et la cuisine miniature où elle cuisinait rarement parce qu'elle n'avait ni le temps ni l'argent pour des aliments frais. C'était sa vie, c'était tout ce que 27 ans de lutte lui avaient valu. Quelques heures plus tôt seulement, elle était assise en face d'un homme qui pouvait acheter l'immeuble entier juste pour le démolir s'il en avait envie. Elle tomba sur le lit, portant toujours son uniforme d'obsidienne, et fixa le plafond où la moisissure rampait vers l'extérieur comme une carte du désespoir. Son téléphone vibra. « Penny !» répondit Cassandra aussitôt, et força sa voix à rester stable, même alors que sa poitrine se serrait au son de ses sœurs. Penny murmura qu'elle ne pouvait pas dormir et avait appelé parce que le médecin avait dit que les résultats des tests n'étaient pas bons. Il voulait changer son plan de traitement, mais le nouveau médicament était bien plus cher. Cassandra ferma les yeux comme si quelqu'un lui serrait le cœur. Elle écouta Penny parler de sa journée, d'une gentille infirmière qui lui avait apporté un livre, de sa capacité à marcher 10 pas dans la pièce avant de s'effondrer d'épuisement. La gaieté forcée dans sa voix et la peur qu'elle essayait de cacher firent que Cassandra eut envie de crier. Penny n'avait que 20 ans. Elle méritait de vivre, d'être aimée, d'avoir un futur. Pas de rester à l'hôpital en attendant de mourir parce que sa sœur ne pouvait pas payer les factures. Cassandra promit qu'elle s'en occuperait. Elle jura qu'elle le ferait. Puis elle raccrocha avant que Penny ne puisse demander plus et avant qu'elle ne commence à pleurer. Moins de 5 minutes plus tard, le téléphone sonna de nouveau, le numéro de l'hôpital clignotant sur l'écran. La directrice financière lui rappela d'un ton glacial le solde de 12 000 $ et la date limite de 2 semaines. Si ce n'était pas payé, Penny Reyes serait transférée dans une autre installation et le traitement avancé s'arrêterait. C'était la politique de l'hôpital. Il n'y avait pas d'exception. Cassandra ne dit rien. Elle hocha seulement la tête même si la femme ne pouvait pas la voir. Puis mit fin à l'appel et s'assit dans l'obscurité, fixant la carte dans sa main. Un seul numéro de téléphone, pas de nom, pas d'explication, seulement une porte vers un monde dont elle savait qu'elle ne reviendrait jamais une fois qu'elle y serait entrée. Elle appela Tess à 1h du matin, sachant que son ami la maudirait pour avoir interrompu son sommeil, mais écouterait quand même. Tess répondit au 3e coup de fil avec une voix endormie et irritée et demanda si quelqu'un était mort. Cassandra ne savait pas comment expliquer qu'un chef de mafia venait de lui offrir un emploi. Alors à la place, elle demanda si Tess prendrait une chance de tout arranger et de sauver la personne qu'elle aimait le plus si cela signifiait coucher avec le diable. Le silence s'étira sur la ligne. Puis Tess répondit que cela dépendait de si le lit était confortable. Cassandra laissa échapper un rire sec et épuisé et dit qu'elle était sérieuse. Tess répondit tout aussi fermement qu'elle l'était aussi. Elle dit à Cassandra qu'elle ne savait pas ce à quoi elle faisait face. Mais elle connaissait Cassandra elle-même. Elle était une survivante. Elle trouvait toujours un moyen. Et parfois, la seule façon de sortir de l'enfer était de le traverser. Cassandra termina l'appel et regarda de nouveau la carte. 50 000 $. Une nuit, Penny vivrait. Elle prit une longue inspiration et pressa le numéro. Matteo choisit le lieu de rendez-vous, un petit dîner à la périphérie de Queens,
Le genre d'endroit où les chauffeurs de camions et les travailleurs de nuit s'arrêtaient pour un café et un petit déjeuner bon marché avant de rentrer chez eux. Cassandra arriva à 6 heures du matin, alors que l'aube commençait à teinter de rose l'horizon lointain de Manhattan, tandis que les lampadaires ne s'étaient pas encore entièrement éteints. Elle choisit la table dans le coin le plus profond avec son dos contre le mur et ses yeux sur la porte. Une habitude qu'elle avait apprise en foyer d'accueil, sachant toujours qui venait et où elle pouvait courir si elle le devait. Elle commanda un café noir et attendit, regardant la pluie de la nuit précédente glisser le long de la fenêtre en longues traînées claires comme des cicatrices transparentes. Matteo entra à 6h15, seul sans Bruno ni aucun autre homme. Cela surprit Cassandra plus qu'elle ne voulait l'admettre. Il portait une veste en cuir noir et un jean foncé, le faisant ressembler moins à un chef de mafia et plus à un homme ordinaire prenant son petit déjeuner avant le travail. Ses yeux gris n'avaient pas changé du tout. Toujours vifs, toujours à la recherche. Ils balayèrent la pièce avant de se fixer sur elle. Il traversa, s'assit en face d'elle et fit signe à la serveuse d'apporter un autre café. Aucun des deux ne parla pendant les premières minutes. La musique country fredonnait doucement depuis une vieille radio derrière le comptoir. Le bacon grésillait sur le grill. « J'ai des conditions », dit Cassandra, refusant de le laisser contrôler la conversation. Matteo prit une gorgée et hocha la tête pour qu'elle continue. Après la négociation avec les Yakuza, je repars propre. Pas de surveillance, pas de menaces, pas de contact ultérieur. Je disparais de votre vie et vous oubliez que j'ai jamais existé. Elle fixa son regard sur lui. Non négociable. Matteo posa sa tasse et l'étudia avec une expression illisible. Puis il hocha la tête. Bien. Cassandra attendit une dispute. Pour des contre-conditions, rien ne vint. Seulement ce seul mot d'accord prononcé aussi désinvoltement que si elle avait demandé s'il voulait du sucre dans son café. « Vous mentez, dit-elle, plissant les yeux. Personne dans votre monde n'accepte aussi facilement. » Matteo la regarda pour la première fois. Le coin de sa bouche se courba légèrement. Pas tout à fait un sourire. Plus proche que tout ce qu'elle avait vu jusqu'à présent. « J'accepte votre condition, dit-il calmement. Ce que je ressens à ce sujet est mon affaire. » La réponse n'expliquait rien, et tout. Cassandra comprit immédiatement qu'il acceptait parce qu'il croyait que les choses pouvaient changer. 2 semaines étaient un long moment. Les gens n'étaient pas des créatures prévisibles. Ils pariaient. Elle ne voudrait pas partir quand le travail serait fait ou ne pourrait pas. Elle le vit dans la façon dont il la regardait quand il le dit. Pas comme un employeur pesant un outil utile, comme quelqu'un étudiant une énigme qu'il avait l'intention de résoudre, un défi qu'il avait l'intention de conquérir. Cassandra repoussa la pensée et refusa de la laisser l'influencer. 50 000 $, Penny vivrait, c'était tout ce qui comptait. Tout le reste était du bruit. Alors, nous avons un accord, dit-elle d'une voix dure et ferme. Matteo hocha la tête et se leva. Il laissa plusieurs billets sur la table pour couvrir les 2 cafés. Bruno viendra vous chercher cet après-midi pour préparer. Cassandra, ajouta-t-il, s'arrêtant pour la regarder une dernière fois. Merci d'avoir choisi la 2e option. Bruno vint chercher Cassandra à exactement 15h Gosmer. Il conduisait une Mercedes noire brillante dont elle était certaine qu'elle coûtait plus de 10 ans de son loyer combiné. Il ne dit pas grand-chose. Il hocha seulement la tête quand elle monta et se dirigea droit vers la 5e avenue. Les boutiques de luxe bordaient la rue comme des temples à l'excès. Cassandra n'avait jamais mis les pieds dans des endroits comme ça. Elle n'avait jamais touché de vêtements dont les étiquettes de prix auraient pu la soutenir pendant une année entière. Où elle se tint à l'intérieur de Valentino pendant que des vendeurs en tenue noire élégante mesuraient et sélectionnaient pour elle comme si elle était une poupée destinée à être habillée. Elle se sentit totalement déplacée. Ils choisirent une robe de soirée noire qui était raffinée, mais pas ostentatoire. Une paire de talons Louis Vuitton à semelles rouges, une petite pochette en cuir, des bijoux simples mais exacts.
Tout fut sélectionné avec la précision de personnes qui savaient exactement où elle allait et quelle impression elle devait faire. Cassandra se regarda dans le miroir. Elle vit une étrangère la fixer en retour. Elle se demanda qui elle devenait. De la 5e avenue, Bruno conduisit à un immeuble imposant dans l'Upper East Side. Même le stationnement mensuel là-bas correspondait probablement à son revenu. Un ascenseur privé les emmena à l'appartement terrasse. Quand les portes s'ouvrirent, Cassandra entra dans un monde entièrement différent. La résidence de Matteo Corsetti s'étendait largement avec des plafonds vertigineux et des murs de verre surplombant Manhattan baigné par le coucher de soleil. Chaque surface était extravagamment chère. Des sols en marbre italien poli, des meubles de designer qu'elle n'avait vus que dans des magazines, des tableaux originaux accrochés au mur, un boss dans le coin du salon, un Rothko dans le couloir. Chacun valait probablement des millions. Pourtant, ce qui attira son attention n'était pas la richesse. C'était le vide. Pas de photos de famille, pas de souvenirs personnels, pas de signe qu'une vraie personne vivait ici plutôt qu'une salle d'exposition parfaitement mise en scène. L'endroit était beau comme un musée et froid comme une tombe. Matteo se tenait près des fenêtres quand elle entra. Il ne fut pas le premier à la saluer. Un fauteuil roulant entra d'un couloir latéral. Un homme quelques années plus jeune que Matteo apparut avec les mêmes cheveux noirs et la même structure osseuse, mais des yeux plus chauds et un sourire éclatant se répandant sur son visage. Il l'appela la femme aux 7 langues dont son frère ne pouvait s'arrêter de parler. Il se présenta comme Theo Corsetti. Il plaisanta qu'il était le frère d'un homme qui ne savait pas sourire. Cassandra serra la main de Theo. Elle fut surprise par son ouverture comparée à la tension à laquelle elle était habituée autour de Matteo. Theo l'étonna davantage en passant à l'espagnol avec un doux accent indalou. Il lui dit que son frère avait dit qu'elle m'était extraordinaire. Les louanges de sa part étaient rares. Cela signifiait qu'elle devait vraiment être spéciale. Cassandra répondit en espagnol avec un léger sourire. Theo expliqua que leur mère avait été espagnole et lui avait enseigné sa langue avant de mourir. Il ajouta que Matteo n'avait jamais appris parce qu'il prétendait ne pas avoir le temps. Theo suspectait qu'il ne voulait simplement pas se souvenir d'elle. Cassandra observa Theo tandis qu'il parlait. Elle remarqua l'aisance pratiquée avec laquelle il manœuvrait la chaise. Elle vit l'immobilité de ses jambes sous une fine couverture. Elle ne demanda pas. Theo sembla lire ses pensées de toute façon. Il mentionna tranquillement qu'une seule nuit, il y a 18 ans, avait redéfini leur vie, le laissant dans le fauteuil et son frère avec un fardeau qu'aucun jeune de 18 ans ne devrait porter. Il n'offrit pas les détails de la tragédie, et Cassandra sentit que les souvenirs étaient trop lourds pour une conversation décontractée. Cassandra ne dit rien. Il n'y avait pas de mots appropriés pour ce genre de tragédie. Elle jeta un coup d'œil à Matteo, toujours debout près de la fenêtre. Pour la première fois, elle remarqua quelque chose de différent dans ses yeux, quelque chose qu'elle reconnaissait à peine. Tendresse protectrice douleur enfouie si profondément que presque personne ne la remarquerait. Mais elle le fit. Elle avait passé sa vie à lire les gens. Il était évident que Theo Corsetti était la seule faiblesse de Matteo. La seule chose capable de faire paraître humain le froid chef de mafia. Elle rangea cette connaissance dans un coin tranquille de son esprit. Non pas parce qu'elle prévoyait de l'utiliser contre lui, parce que la survie lui avait appris que l'information était le pouvoir. La vulnérabilité d'un ennemi valait toujours la peine d'être notée. Elle ne savait pas encore si Matteo finirait allié ou adversaire, quand tout serait fini. Jusqu'à ce qu'elle le fasse, elle recueillerait chaque détail qu'elle pourrait. C'est ainsi qu'elle avait déjà survécu 27 ans. C'est ainsi qu'elle comptait continuer à survivre. 2 semaines passèrent plus vite que Cassandra ne l'avait prévu. Chaque jour, elle allait à l'appartement de terrasse de Matteo pour être informée sur la famille Tanaka, sur leur histoire et sur ce que Matteo voulait accomplir dans cette négociation. Elle mémorisa les noms de chaque figure clé, étudia les coutumes et le protocole Yakuza, et s'entraîna à son japonais jusqu'à ce que chaque syllabe sorte impeccable. Puis la nuit fatidique arriva.
Bruno la conduisit, elle et Matteo, à un restaurant japonais haut de gamme à Midtown, le genre sans enseigne à l'extérieur, et que seuls ceux dans le pas capables de le trouver. Ils furent guidés le long d'un long couloir bordé de panneaux de cèdre et de faibles lanternes en papier jusqu'à une pièce privée à l'arrière, où Cassandra savait qu'aucune caméra ne fonctionnait et qu'aucun témoin n'était censé exister. Kenji Tanaka attendait déjà quand ils entrèrent. Un homme au début de la soixantaine avec des cheveux blancs argentés lissés en arrière et des yeux aussi vifs que des rasoirs. Il portait un kimono noir traditionnel orné de subtiles vagues argentées, et la façon dont il était assis sur le coussin de tatami rayonnait l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait régné avec le sang et le fer pendant 40 ans. Deux jeunes hommes le flanquaient, de proches lieutenants, au visage glacial et aux yeux qui ne quittaient jamais Matteo une seconde. Cassandra sentit le poids de la pièce se poser sur ses épaules, alors qu'elle s'agenouillait sur le coussin à côté de Matteo, gardant son dos droit et son regard baissé en parfaite conformité avec le protocole. Elle savait que dans le monde de Tanaka, une femme ne croisait pas le regard d'un homme avant d'en avoir la permission, et elle n'allait pas lui donner de raison de manquer de respect à la délégation de Matteo, Tanakan. Matteo commença formellement, le remerciant d'avoir pris le temps de le rencontrer, et Cassandra traduisit aussitôt son ton doux et déférent avec exactement le degré d'humilité que la culture japonaise exigeait, tandis que Tanaka hocha lentement la tête, et son regard âgé mais perçant la balaya, comme s'il pesait sa valeur, avant de remarquer en japonais qu'elle était la nouvelle interprète, jeune et jolie, et qu'il espérait qu'elle était plus intelligente que la dernière. Une ligne que Cassandra ne transmit pas à Matteo, alors qu'elle gardait son expression neutre, et répondit en parfait japonais que Tanaka-sama était trop gentil et qu'elle n'était qu'un outil pour s'assurer que les deux parties se comprenaient, provoquant un léger haussement de sourcils à sa fluidité et ses réflexes rapides avant qu'il ne reporte son attention sur Matteo. La négociation commença et Cassandra réalisa rapidement que ce n'était pas une conversation ordinaire, parce que chaque phrase portait une signification superposée, chaque geste transmettait un message et un seul faux pas pouvait devenir une offense mortelle. Alors elle traduisit les mots de Matteo tout en faisant bien plus que cela, brossant son poignet sous la table quand il était sur le point de rejeter une offre trop rapidement selon le signal sur lequel il s'était mis d'accord, lui jetant un bref regard quand Tanaka posa une question apparemment inoffensive qui était en fait un piège, indiquant clairement que la prudence était nécessaire, parce qu'elle n'était pas seulement une interprète, elle était les yeux et les oreilles de Matteo dans un monde qu'il ne comprenait pas entièrement, le gardant en vie seconde par seconde. Tout se déroulait sans accroc jusqu'à ce que Tanaka pose sa tasse de sake et fixe Matteo d'un regard que Cassandra ne put déchiffrer, puis dit lentement que le père de Matteo avait été un homme digne de respect et qu'ils avaient eu un accord avant sa mort, se demandant à voix haute si Matteo en était au courant. Une déclaration que Cassandra traduisit tout en sentant le corps de Matteo se tendre à côté d'elle, même si son visage ne changea pas, le poussant à demander quel accord d'une voix qui restait calme mais portait une fissure capillaire qu'elle seule pouvait entendre. Et Tanaka sourit comme un vieux renard savourant le jeu avant de dire que le père de Matteo lui avait promis le contrôle de tout le corridor maritime occidental en échange de la protection de la famille Corsetti contre les ennemis internes. Faisant une pause pour siroter du saké, avant d'ajouter que malheureusement, il était mort avant d'honorer la promesse, et Tanaka attendait toujours. L'air s'épaissit comme du ciment humide. Cassandra sentit la tension émaner de Matteo par vagues, même s'il était assis immobile, son expression sculptée dans la pierre. Et elle savait qu'il n'avait aucune idée de cet accord, le voyant dans le serrement de sa mâchoire et la façon dont ses yeux gris s'assombrissaient d'une nuance, réalisant que le père de Matteo avait promis quelque chose dans son dos que Tanaka exigeait maintenant. Et Matteo avait été acculé sans avertissement. Pendant que Tanaka étudiait sa réaction avec le plaisir d'un joueur d'échecs savourant un coup astucieux,
Parce que ce n'était plus seulement une négociation, c'était un test. Et Cassandra n'avait aucune idée si Matteo le réussirait ou échouerait. Tanaka laissa le silence persister pendant plusieurs secondes. Il savoura le contrôle qu'il exerçait sur la pièce, puis il se tourna vers le lieutenant, assis à sa droite, et murmura en japonais d'un ton qu'il était certain que personne d'autre présent ne pouvait comprendre. Le fils ne sait même pas ce que son père a vendu. Intéressant. Il semble que l'Empire Corsetti ne soit pas d'aussi solide que les gens le pensent. Le lieutenant hocha la tête. Un léger ricanement, mal dissimulé, traversa son visage. Cassandra entendit chaque mot aussi clairement qu'une cloche. En cet instant, elle fit face à un choix. Elle pouvait prétendre qu'elle n'avait pas compris. Elle pouvait laisser Tanaka croire qu'il avait le dessus. Elle pouvait se protéger de l'attention. Ou elle pouvait faire la chose même contre laquelle la raison la mettait en garde. Elle choisit la seconde. Tanaka-sama vient de dire à son subordonné que M. Corsetti ne sait pas ce que son père a vendu et que c'est intéressant. Cassandra dit à voix haute. Sa voix était calme, sa diction précise. La pièce se figea. L'homme de Tanaka devint pâle. Sa main glissa vers l'intérieur de sa veste par réflexe. Tanaka leva un sourcil. Ses yeux âgés s'aiguisèrent comme une lame fraîchement affûtée. Il l'étudia avec quelque chose entre la surprise et la menace. Cassandra ne s'arrêta pas. Elle rencontra le regard du chef Yakuza et continua en japonais. Son ton resta respectueux. Il ne trembla pas. Avec tout le respect dû, Tanaka-sama, si vous souhaitez tester M. Corsetti, faites-le directement. Les jeux font perdre le temps de tout le monde, et je ne crois pas que vous soyez un homme qui aime le gaspiller. Le silence se resserra dans la pièce comme une corde tendue au point de rupture. Cassandra sentit le regard de Matteo brûler à ses côtés. Elle sentit le lieutenant de Tanaka attendre un seul hochement de tête pour bouger. Elle savait qu'elle venait de jouer sa vie, peut-être celle de Matteo aussi. Mais elle savait aussi que dans ce monde, le respect appartenait à ceux assez audacieux pour l'exiger. Puis l'inattendu se produisit. Tanaka rit. Pas de moquerie, pas de cruauté, un vrai rire. Il roula du fond de sa poitrine comme un tonnerre lointain. Il frappa sa paume contre la table. Les tasses de saké claquèrent. Il regarda Cassandra avec une expression entièrement différente. « Cette fille a du cran », dit Tanaka en japonais. Cette fois, il ne prit pas la peine de le cacher. Et elle a raison, je n'aime pas perdre de temps. Il se tourna vers Matteo. Sa posture changea. Le renard jouant avec sa proie disparut. À sa place se tenait un partenaire prêt pour une négociation sérieuse. Votre père était un homme compliqué, dit Tanaka. Il a promis beaucoup de choses à beaucoup de gens, mais vous n'êtes pas votre père. Vous ne devriez pas être jugé par les vœux des morts. Il prit une lente gorgée de saké. Ses yeux ne quittèrent jamais Matteo. Nous négocierons un nouvel accord, un entre vous et moi. Pas de fantôme du passé, traduisit Cassandra. Elle sentit la tension se relâcher dans les épaules de Matteo, même si son visage restait sculpté dans la pierre. Les pourparlers continuèrent pendant encore 2 heures. L'atmosphère fut transformée. Au moment où ils quittèrent le restaurant, des termes avaient été conclus. Des mains avaient été serrées. Matteo Corsetti avait obtenu ce pourquoi il était venu. Dans le trajet en voiture de retour, Cassandra regarda les lumières de Manhattan filer devant la fenêtre comme des constellations floues. Elle força son pouls accéléré à ralentir. Matteo parla le premier. « Vous n'aviez pas besoin de faire ça, dit-il. » Sa voix était basse, difficile à lire. Vous auriez pu rester silencieuse. Prétendu que vous n'aviez pas entendu. Cela aurait été plus sûr pour vous. Cassandra se tourna vers lui. Pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, répondit-elle sans calcul. Vous devez faire confiance à ce que je traduis, dit-elle. Cela signifie vous montrer que je ne joue pas des deux côtés. Si j'étais restée silencieuse ce soir, vous vous demanderiez toujours ce que je pourrais cacher d'autre. Maintenant, vous connaissez la réponse. Matteo l'étudia dans la faible lumière de la cabine.
Un long moment passa. Quelque chose changea dans la façon dont il la regardait. Pas de chaleur, pas d'affection, du respect, le genre qu'il réservait aux égaux, pas aux outils. Cassandra ne savait pas si c'était mieux ou bien plus dangereux. Bruno s'arrêta devant l'immeuble de Matteo. Cassandra tendit la main vers la porte pour partir en taxi comme convenu. Matteo parla de nouveau. 50 000 furent transférés sur votre compte il y a 1 heure. Il marqua une pause. Ses yeux étaient toujours illisibles. Et Cassandra, je veux que vous continuiez à travailler pour moi. Pas une nuit. À long terme, elle refusa avant de pouvoir penser. Ce n'était pas notre accord. Je sais. Matteo répondit calmement. Les accords peuvent changer. Pincez-y. Puis il sortit de la voiture et disparut dans l'immeuble. Cassandra resta seule sur le siège arrière, avec une question à laquelle elle ne pouvait répondre et un futur qu'elle n'était plus sûre de pouvoir contrôler. Cassandra ne savait pas le moment exact où elle décida de rester. Mais 1 semaine après la nuit de négociation avec Tanaka, elle appela Harold Brennan et lui dit qu'elle quittait l'Obsidienne. Harold ne demanda pas pourquoi. Peut-être qu'il avait déjà deviné. Peut-être qu'il était simplement soulagé de ne pas avoir à voir la fille qui avait été assise à la table de Matteo Corsetti chaque nuit. Tess fut plus difficile à convaincre. Son amie appela au moment où elle entendit sa voix perçante d'inquiétude et de colère, demandant si Cassandra avait perdu la tête et quel genre d'emploi se terminait si soudainement et ce qu'elle faisait de sa vie, tandis que Cassandra dit seulement qu'elle avait trouvé du travail comme traductrice pour une grande entreprise avec un salaire élevé et des heures stables. Ne mentionnant jamais que l'entreprise était un empire criminel et son patron, l'homme le plus dangereux de la côte et des États-Unis, parce qu'il y avait des choses que Tess n'avait pas besoin de se préparer, des choses qui ne feraient que l'inquiéter sans rien changer. Et ce qui importait était que les factures d'hôpital de Penny avaient été payées en totalité, et pour la première fois en 3 ans, Cassandra pouvait dormir sans être réveillée d'un sursaut par des collecteurs de dettes à minuit. Les semaines suivantes s'estompèrent comme une tempête. Cassandra voyageait partout avec Matteo, des salles de conférences scellées dans des hôtels 5 étoiles aux restaurants cachés, où la lumière était toujours tamisée et personne ne demandait de vrais noms. Elle rencontra des magnats du pétrole russe avec des bagues en diamant de la taille de pièces de monnaie et des sourires qui n'atteignaient jamais leurs yeux. Elle s'assit à côté de Matteo pendant qu'il négociait avec des hommes d'affaires chinois sur des routes maritimes dont elle savait qu'elles transportaient plus que des marchandises légitimes. Elle interpréta lors de réunions avec d'autres familles italiennes où la loyauté se mesurait en sang et la trahison se payait de vie. À travers tout cela, elle observa Matteo Corsetti au travail. Il était impitoyable quand nécessaire, froid et implacable envers quiconque tentait de le tromper ou de le défier. Pourtant, il était juste quand il le pouvait, tenait sa parole envers les loyaux, protégeait ceux sous lui comme un père protège ses enfants. Ce n'était pas un homme bon. Cassandra ne se mentit jamais à elle-même à ce sujet, mais ce n'était pas non plus le monstre insensé qu'elle avait imaginé autrefois. Ce qui la surprit le plus fut la façon dont Matteo commença à lui demander son opinion, non seulement sur la langue ou la culture, mais sur les gens, lui demandant ce qu'elle pensait de ce magnat russe après une réunion, et si l'homme pouvait être cru, à quoi Cassandra répondit honnêtement qu'elle l'avait surpris à mentir au moins 3 fois dans la conversation, et que la façon dont il regardait Matteo suggérait des calculs qu'il n'exprimait pas, incitant Matteo à hocher la tête sans surprise et sans rejet. Et 1 semaine plus tard, elle apprit que le Russe avait été surpris en train de vendre des informations à Velacé, un destin sur lequel elle ne s'enquit pas parce qu'il y avait des réponses qu'elle ne voulait pas entendre. Les nuits tardives devinrent leur temps quand des négociations se terminaient et qu'ils s'asseyaient dans le bureau de Matteo en attendant des appels d'autres fuseaux horaires. Ils parlèrent non pas de philosophie ou de littérature comme Cassandra aurait pu l'imaginer d'un chef de mafia éduqué, mais de survie et de ce qu'elle exigeait et de ce qu'elle enlevait.
Et une nuit, avec les lumières de Manhattan clignotant à l'extérieur des fenêtres et un verre de whisky plus qu'à moitié vide, Cassandra raconta à Matteo ses années en foyer d'accueil. Pas avec apitoiement ou une supplique pour de la sympathie, mais avec des faits bruts, sur le fait d'être déplacé de maison en maison comme une propriété indésirable, sur les nuits de faim quand les familles d'accueil verrouillaient le réfrigérateur, sur l'apprentissage à lire les adultes pour savoir qui était en sécurité et qui était dangereux, sur la perte de Penny quand elle avait 17 ans et passé 10 ans à se battre pour la retrouver. Matteo écouta sans interrompre, ses yeux gris ne la quittant jamais. Et quand elle eut fini, il n'offrit pas de réconfort vide, lui racontant plutôt la nuit où il avait 18 ans, quand il rentra chez lui pour trouver son père gisant dans une mare de sang sur le sol du salon, avec 3 balles dans la poitrine. Et Théo immobile à quelques mètres, avec du sang coulant d'une blessure dans son dos, le racontant sans émotion et sans larmes, seulement la vérité. Sur le fait de devoir choisir entre appeler une ambulance pour Théo ou chasser les hommes qui avaient assassiné son père. Sur le fait de choisir son frère et de laisser les tueurs s'échapper. Sur le fait de passer 5 ans à les traquer et à se venger un par un. Après quoi ils s'assirent dans silence. 2 personnes qui avaient appris tôt que le monde ne se souciait pas et que personne ne viendrait les sauver et que la survie signifiait se sauver soi-même. Et à ce moment, Cassandra réalisa qu'elle comprenait Matteo Corsetti d'une manière que presque personne d'autre ne comprenait. Une réalisation qui l'effraya plus que tout ce qu'il avait jamais fait. Cette nuit-là, Cassandra resta plus tard que d'habitude, assise dans le bureau de Matteo avec une pile de documents qui devaient être traduits du mandarin vers l'anglais avant la réunion du lendemain matin. La pièce était silencieuse à l'exception du doux grattement de son stylo sur le papier et du tic-tac régulier de l'horloge sur le mur. Bruno était rentré chez lui depuis longtemps. Théo dormait. L'appartement terrasse entier était dans l'obscurité sauf pour la petite flaque de lumière de la lampe de bureau où elle travaillait. Elle n'entendit pas Matteo entrer jusqu'à ce qu'il pose un verre de whisky à côté d'elle. Le son du cristal touchant le bois la faisant tressaillir. « Je pensais être seule, dit-elle, levant la tête pour le regarder. » Matteo tira une chaise plus près et s'assit, plus près que d'habitude, assez près pour qu'elle puisse sentir le parfum cher et le whisky sur son haleine. « Je ne peux pas dormir, dit-il simplement, et cela sonnait comme un aveu qu'il se permettait rarement de faire. Ils burent en silence pendant un moment, regardant par la fenêtre où Manhattan s'étendait sous eux comme un tapis de lumière. Cassandra sentit la chaleur de son corps dans l'espace étroit entre eux, et elle savait qu'elle devrait se lever, devrait créer de la distance, devrait se souvenir qu'il était son employeur, et que les limites importaient, mais elle ne le fit pas. « Oh, la nuit est l'anniversaire de la mort de mon père !» dit Matteo soudainement, sa voix basse et distante. 18 ans, elle ne dit rien, seulement écouta, sachant que parfois le silence était ce dont les gens avaient le plus besoin. Il fixa le whisky dans sa main, tournant le verre comme s'il cherchait quelque chose dans le liquide ambré. « Je peux encore sentir le poids de cette nuit sur mes mains, même après 18 ans, continua-t-il, sa voix un fantôme de murmure. L'anniversaire ramène toujours les ombres que j'essaie si fort de fuir, me rappelant que chaque choix que j'ai fait depuis lors est né dans ce sang. » Il leva les yeux vers elle, les yeux gris troublés par une lassitude qu'aucune quantité de pouvoir ne pouvait effacer. Ce n'était pas une confession de fait qu'elle connaissait déjà, mais un aveu de l'épuisement qu'il portait seul. Cassandra ne le réconforta pas. Elle n'offrit pas de mots creux sur le fait que tout allait bien ou qu'il avait fait de son mieux. Elle savait qu'il n'avait pas besoin de cela. « Vous avez fait ce que vous aviez à faire, » dit-elle doucement mais fermement. « C'est tout ce que quiconque peut jamais faire. » Matteo l'étudia pendant un long moment, son regard cherchant quelque chose sur son visage. Puis lentement, comme s'il craignait qu'elle ne se retire, il posa sa main sur la sienne. Chaude, forte et inattendument douce, Cassandra ne bougea pas. Elle ne se retira pas. Elle ne se pencha pas plus près. Elle la laissa simplement reposer là, sentant le poids de sa main sur sa peau,
son cœur s'accélérant dans sa poitrine. Ils s'assirent ainsi en silence, ne se regardant pas l'un l'autre, seulement la ville au-delà du verre. Deux personnes solitaires trouvant un moment fugace de connexion dans l'obscurité. Puis le téléphone sonna. Matteo retira sa main comme s'il s'était brûlé et se leva pour répondre avec la voix froide et contrôlée qu'elle était habituée à entendre. Cassandra se leva aussi, ramassant ses papiers et faisant semblant que rien ne s'était passé. Mais ils savaient tous deux que quelque chose dans cette pièce avait changé. Une limite avait été franchie. Même si ce n'était que pour un battement de cœur, ils n'en parlèrent pas. Ils ne se regardèrent pas quand elle partit. Pourtant, quand les portes de l'ascenseur se fermèrent et que Cassandra se tint seule dans la cabine descendante, elle pouvait encore sentir la chaleur de sa main sur sa peau et elle savait qu'elle entrait en territoire dangereux sans retour possible. Cassandra atteignit son appartement près de 2h00 du matin, sa tête tournant encore de ce qui s'était passé dans le bureau de Matteo. Elle ouvrit la porte dans le noir, alluma la lumière et faillit marcher sur une enveloppe jaune gisant sur le sol juste à l'intérieur du seuil. Quelqu'un l'avait glissée par la fente à courrier pendant qu'elle était partie. Elle se pencha pour le ramasser et sentit immédiatement quelque chose de rigide à l'intérieur. Pas de paperasse ordinaire. Elle ouvrit l'enveloppe et son cœur fit un bond. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des photos de Penny, sa sœur assise sur un lit d'hôpital, regardant par la fenêtre avec l'épuisement sur son visage, tout en forçant un sourire. Penny marchant lentement dans un couloir avec le bras d'une infirmière, soutenant ses pas incertains. Penny endormie sous les lumières fluorescentes de l'hôpital, sa peau pâle et tirée. Les clichés avaient été pris à distance, à travers la vitre, depuis des angles que personne n'aurait dû pouvoir accéder. Au bas de la pile gisait un morceau de papier avec une ligne manuscrite dentelée à l'encre rouge. Les langues peuvent être coupées. Cassandra se tint dans l'appartement sombre, fixant les mots et sentit quelque chose en elle changer. Pas de peur, pas de panique, de la froideur, le genre qu'elle avait appris pendant ces années en foyer d'accueil quand pleurer n'aidait pas et la terreur ne faisait qu'empirer les choses. Elle plia les photos, les remit dans l'enveloppe et la plaça dans son sac. Elle ne pleura pas. Elle n'appela pas la police parce qu'elle savait que la police ne pourrait pas toucher quiconque était derrière cela. Elle savait exactement où elle devait aller et qui elle devait voir. Elle hélait un taxi et donna l'adresse de l'appartement terrasse de Matteo. Bruno ouvrit la porte à 3h du matin avec un pistolet à la main, les yeux vifs comme s'il n'avait pas dormi du tout. Et quand il vit que c'était elle, il abaissa l'arme mais resta sur ses gardes, demandant ce qui n'allait pas, tandis que Cassandra répondit par un seul mot. « Matteo ». Bruno hocha la tête, la fit entrer et disparut dans le couloir. Minutes plus tard, Matteo apparut, portant toujours les mêmes vêtements que plus tôt, comme s'il n'avait pas dormi non plus. Il lui jeta un coup d'œil, lut quelque chose sur son visage, et son expression changea. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il. Pas tant une question qu'un ordre. Cassandra ne dit rien. Elle lui tendit l'enveloppe. Matteo l'ouvrit, feuilleta les photographies, lut le message. Puis elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu sur son visage auparavant. De la rage, pas le genre bruyant rempli de crises et de destruction. Quelque chose s'éclaircit la gorge de bien pire. Une fureur silencieuse, glaciale, létale. Ses yeux gris s'assombrirent comme un front de tempête. Sa mâchoire se serra si fort qu'elle pouvait voir les tendons monter sous la peau. Il ne bougea pas. Il ne parla pas. Pourtant, l'air dans la pièce s'épaissit comme si l'oxygène avait été retiré. « Velachi », dit Matteo, un seul mot portant le poids d'une sentence de mort. Il se tourna vers Bruno qui se tenait près de la porte et lui ordonna d'appeler Richie, d'envoyer 2 hommes à l'hôpital Mount Sinai immédiatement, de surveiller 24 heures sur 24, de ne laisser personne approcher la fille sans son autorisation et de découvrir tout sur qui avait pris les photos et qui les avait livrées parce qu'il voulait des réponses avant demain midi. Après quoi Bruno disparut,
Laissant Cassandra seule avec Matteo alors qu'elle le regardait passer des appels et donner des ordres de cette voix contrôlée et glaciale, mobilisant une armée invisible pour protéger sa sœur en quelques minutes. Et quand il eut terminé le dernier appel et la regarda de nouveau, Cassandra posa la question qui brûlait en elle depuis le moment où elle était arrivée, demandant pourquoi il faisait cela alors qu'elle n'était qu'une interprète et ne valait pas tout cela. Matteo l'étudia pendant un long moment, ses yeux gris portant encore des vestiges de fureur, mais maintenant superposés de quelque chose de plus doux qu'elle n'osait nommer avant de dire d'une voix basse et inébranlable qu'elle était sous sa protection et que cela signifiait quelque chose. Cassandra voulait argumenter, voulait dire qu'elle n'était pas à lui, qu'elle n'avait besoin de personne pour la garder, qu'elle avait survécu seule pendant 27 ans. Mais quand elle rencontra son regard et se souvint de la chaleur de sa main sur sa peau, quelques heures plus tôt, elle ne put parler parce que quelque part au fond d'elle, elle savait que ces mots ne concernaient pas seulement un employeur protégeant un employé. Et cela l'effraya plus que les photographies dans l'enveloppe ne l'avaient jamais fait. « Penny sera en sécurité », dit Matteo comme s'il lisait la terreur dans ses yeux. « Je promets. » Et Cassandra, même sachant que la promesse d'un chef de mafia ne devrait rien signifier dans un monde normal, le crut quand même, ce qui était probablement la chose la plus dangereuse qu'elle avait faite depuis qu'elle était entrée dans celui-ci. Le message de Belash arriva le lendemain matin, pas par téléphone ou email, par les règles à l'ancienne du monde souterrain. Une boîte en bois fut livrée à la porte de l'appartement terrasse. À l'intérieur gisait un moineau mort avec la gorge tranchée et une note soigneusement pliée. Livrer la fille ou la guerre. Aucune signature n'était nécessaire. Tout le monde savait que Velas était derrière cela. Cassandra se tint dans le salon de Matteo et le regarda lire le bout de papier avec un visage sculpté dans la pierre. Puis il le brûla calmement dans la flamme de la bougie sur la table. Il ne dit pas un mot. Il se tourna seulement vers Bruno et fit un seul hochement de tête. Juste un. Cassandra s'éclaircit la gorge, savait qu'elle venait d'assister à une déclaration de guerre. Au cours des heures suivantes, l'appartement terrasse se transforma en centre de commandement. Les gens affluaient et sortaient. Des appels furent passés dans des langues que Cassandra comprenait et d'autres qu'elle ne comprenait pas. Les armes furent vérifiées et distribuées. Des plans furent tracés sur des cartes de la ville étalées sur la table à manger. Elle resta près du mur et observa la machine de guerre de Matteo Corsetti prendre vie. Sa poitrine se serra à chaque minute qui passait. Quand Bruno et les autres partirent finalement pour leur mission, elle s'approcha de Matteo alors qu'il se tenait seul à la fenêtre, observant la ville comme un roi se préparant à envahir. « Vous ne pouvez pas faire ça, dit-elle, forçant le calme dans sa voix, tandis que la peur bouillonnait en dessous. Des gens vont mourir à cause de moi. Vous commencez une guerre pour une interprète. » Matteo se tourna. Ses yeux gris étaient durs comme l'acier. Des gens vont mourir parce que Velas est un chien enragé qui doit être abattu, dit-il calmement. Vous n'êtes que l'excuse qu'il attendait. Si cela n'avait pas été vous, il aurait trouvé une autre raison. Il voulait mon empire bien avant que vous n'entriez dans l'obsidienne. Vous lui avez seulement donné le timing. Cassandra le fixa et comprit soudainement. Elle n'était pas la cause. Elle était le catalyseur. La guerre entre Corsetti et Velasei était inévitable depuis des années. Vieille rancune, ambition irréconciliable. Matteo avait toujours su qu'il devrait le détruire. Ce n'était qu'une question de quand. Maintenant, avec des menaces dirigées contre elle et Penny, il avait une justification que personne ne pouvait questionner. Elle n'était pas un pion sacrifié. Elle était le premier coup d'une partie que Matteo avait préparée il y a longtemps. La réalisation ne la fit pas se sentir mieux, mais elle allégea le poids sur ses épaules. Du sang aurait été versé qu'elle soit là ou non. La seule différence maintenant était le camp dans lequel elle était. Cette nuit-là, quand l'appartement terrasse se tut enfin et que seuls les deux d'entre eux restèrent dans le bureau, Cassandra se retrouva debout plus près de Matteo que jamais auparavant. Elle ne savait pas qui bougea le premier, qui se pencha. Soudain, ils n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre, assez près pour qu'elle sente son souffle sur sa joue,
assez près pour voir les pupilles de ses yeux gris s'élargir dans la faible lumière. Il leva sa main. Ses doigts effleurèrent son menton et inclinèrent son visage vers le haut comme s'il était sur le point de l'embrasser. Pendant un instant suspendu, Cassandra voulut tout oublier. La guerre, le sang, le danger, qui il était, qui elle était. Elle voulait ressentir quelque chose d'autre que la peur et l'épuisement. Puis la raison la ramena. Elle plaça sa main sur sa poitrine et poussa doucement, créant de la distance. « Je ne peux pas être une autre chose que vous possédez, dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Je ne fais pas partie de votre collection, Matteo. Pas un bel objet dans cet appartement-terrasse. Elle attendit qu'il le nie, qu'il dise qu'elle avait tort, qu'il prétende qu'il n'y avait rien entre eux. Matteo ne le fit pas. Il la regarda seulement avec des yeux qu'elle ne pouvait pas lire. Quand il parla, sa voix était basse et fatiguée d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Vous n'êtes pas une chose, dit-il. C'est exactement le problème. » Il n'expliqua pas. Il ne la chercha pas de nouveau. Il se tourna vers la fenêtre et laissa Cassandra debout au centre de la pièce, le cœur battant et une phrase qu'elle ne pouvait déchiffrer. Parce que dans le monde de Matteo Corsetti, où les gens pouvaient être achetés, vendus ou effacés, ne pas être une chose pourrait être la condition la plus dangereuse de toutes. L'attaque se produisit en plein jour, audacieuse et impitoyable, à la manière classique de Vélez. Theo était à sa séance hebdomadaire de physiothérapie dans une clinique de l'Upper West Side, où 2 des gardes de Matteo étaient toujours postés à l'extérieur. Mais Velacé avait planifié soigneusement. Une camionnette noire percuta directement l'entrée de la clinique. 4 hommes armés sautèrent dehors, tirèrent sur les gardes avant qu'ils ne puissent tirer leurs armes et traînèrent Theo et son fauteuil roulant dans le véhicule. C'était fini en moins de 90 secondes. Au moment où la police arriva, la camionnette avait disparu dans le labyrinthe des rues de Manhattan, laissant 2 corps et un enregistrement de sécurité qui montrait Theo, le sang striant son visage d'une blessure au front, étant jeté à l'intérieur comme un sac de déchets. Le message de Valachi arriva 10 minutes plus tard. « Venez seul ou votre frère meurt morceau par morceau. Vous avez 24 heures. » Cassandra n'avait jamais vu Matteo perdre le contrôle jusqu'à ce moment. Il se tenait dans le salon de l'appartement-terrasse avec des yeux gris devenus sauvages comme un animal acculé. Et puis il explosa. La table basse en verre se brisa sous son poing. Le sang coulait de ses jointures. Mais il ne le remarqua pas. Il lança une chaise contre le mur, laissant un profond cratère dans le plâtre. Il aboya des ordres contradictoires, disant à Bruno de rassembler des hommes, exigeant que Velacé soit trouvé immédiatement, jurant de tuer quiconque y était lié. Bruno se tenait rigide et impuissant, essayant de parler, mais Matteo ne l'entendit pas. Il se noyait dans la rage et la terreur. Les forces jumelles que Cassandra soupçonnait qu'il avait enterrées pendant 18 ans depuis la nuit où son père était mort, et Theo avait été blessé par balle. Et maintenant que son frère était de nouveau entre les mains de l'ennemi, tout éclata comme un barrage qui s'effondre. « Stop !» dit Cassandra, sa voix traversant la pièce comme une lame. Matteo se tourna vers elle, les yeux toujours sauvages, et pendant un battement de cœur, elle pensa qu'il pourrait la frapper, mais elle ne recula pas. Elle marcha droit vers lui, rencontra son regard, et parla avec un calme qui la surprit elle-même. « Pense, la panique fera tuer Theo plus vite. » Matteo se figea, la poitrine haletante, le sang dégoulinant de ses mains. Mais quelque chose dans ses mots perça la frénésie. Il la fixa et elle le vit se forcer à redevenir l'homme froid et calculateur qu'elle avait appris à connaître. « Je déchirerai Velas en morceaux, rapa-t-il. Je le tuerai de mes propres mains. »« Et vous le ferez, » répondit Cassandra, toujours stable. « Mais d'abord, nous trouvons Theo, et je pense savoir où ils le retiennent. » La pièce devint silencieuse. Bruno la regarda sous le choc. Matteo l'étudia avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer, équilibrée entre l'espoir et le doute. Cassandra prit une inspiration et expliqua. «
Quelques jours plus tôt, en traduisant une négociation téléphonique, elle avait entendu des voix à l'autre bout pendant que le partenaire de Matteo s'éloignait. Ils avaient parlé russe, mais pas le genre de Moscou ou de Saint-Pétersbourg qu'elle connaissait. C'était un dialecte de Vladivostok, aigu et distinctif, qu'elle reconnut instantanément parce qu'elle avait déjà partagé un foyer d'accueil avec quelqu'un de cette région. Elle savait aussi que Velas employait une équipe de Vladivostok pour s'occuper du travail le plus sale qu'il ne voulait pas qu'on lui remonte. Ils opéraient habituellement dans les zones industrielles du New Jersey, près du port de Newark, où les entrepôts abandonnés faisaient des endroits parfaits pour cacher des otages. « Je ne suis pas certaine à 100%, dit Cassandra Vaughan, rencontrant les yeux de Matteo, mais c'est le meilleur endroit pour commencer. Matteo la regarda pendant un long moment, ses yeux gris s'éclaircissant lentement avec quelque chose proche de l'espoir. Puis il se tourna vers Bruno, sa voix redevenant calme et létale. « Rassemblez l'équipe. Nous allons à Jersey ce soir. » Ils quittèrent Manhattan à 22h cette nuit-là. Un convoi de 3 véhicules noirs glissant à travers le tunnel Holland vers Jersey comme des fantômes. Cassandra roula avec Matteo et Bruno, des écouteurs liés à un récepteur accordé aux fréquences de l'équipe de Velas. Elle savait qu'elle ne devrait pas être là, mais quand elle fut la seule à pouvoir comprendre le dialecte de Vladivostok du russe, Matteo ne lui donna aucune alternative. « Vous restez dans la voiture, avait-il dit, sa voix n'admettant aucun argument. « Quoi qu'il arrive, vous restez dans la voiture. » Elle hocha la tête. Bien qu'ils sachent tous deux que la promesse était aussi fragile que du papier. Le district industriel du Jersey surgit de l'obscurité comme un cimetière de rêves américain mort. Entrepôts abandonnés avec des fenêtres brisées et des briques cicatrisées par les graffitis s'étirant sous des lampadaires jaunâtres. Le russe crépita dans ses oreilles des ordres coupés et tendus, et elle pointa vers un bâtiment massif à l'extrémité de la route. Là, parlant de garder l'entrée sud. Matteo donna des ordres, et ses hommes bougèrent comme des ombres, entourant l'entrepôt de tous les côtés. Cassandra resta dans la voiture comme promis, le cœur martelant tandis qu'elle suivait des silhouettes noires glissant à travers la nuit au-delà du pare-brise. Puis des tirs éclatèrent. Un coup de feu, puis un barrage, l'écho de la mort ricochant entre les murs métalliques. Des cris inondèrent son casque. Le russe tombant dans le chaos. Quelqu'un criant que les Corsetti attaquaient. Quelqu'un d'autre aboyant des ordres de tuer l'otage. Son cœur fit d'un bond. Tuer l'otage. Elle fixa l'entreposage, les éclairs de bouche stroboscopiques à travers les fenêtres brisées, et prit la décision que Reasons lui avait dit de ne pas prendre. Elle ouvrit la porte en grand et courut. À l'intérieur de l'entrepôt, c'était l'enfer. L'air était épais de poudre à canon et de sang. Des coups de feu claquaient de toutes les directions. Des éclairs traçants déchirant l'obscurité comme la foudre. Cassandra s'accroupit bas et sprinta le long du mur, le pouls rugissant dans sa poitrine tandis qu'elle cherchait Théo dans le chaos. Elle repéra Matteo d'abord planté au centre de l'espace caverneux, tirant sur un soldat de Velas, tout en avançant vers une petite pièce à l'arrière où elle devina que Théo était retenu. Puis, elle vit ce qui figea son sang. Un tireur de Velasei se matérialisa derrière Matteo, son arme se levant vers son dos. Elle essaya de crier, mais le bruit avala sa voix. Elle ne put que regarder l'homme presser la gâchette. Matteo ne tomba pas. Il tourna au dernier instant, et la balle destinée à son cœur déchira son épaule gauche à la place. Il tituba mais resta debout, riposta et abattit l'attaquant, puis continua à avancer vers la pièce où Théo était piégé. Cassandra comprit tout de suite qu'il l'avait vu. Il se déplaça délibérément pour que le tir frappe son épaule au lieu de traverser le mince mur jusqu'à son frère. Bruno apparut à ses côtés comme s'il avait été conjuré, le visage barbouillé de sang et de poussière, les yeux écarquillés quand il la vit. « Êtes-vous folle ?» cria-t-il par-dessus les tirs, mais il n'y avait pas de temps pour discuter. Matteo avait fait irruption dans la pièce de détention de Théo, et Cassandra l'entendit appeler le nom de son frère, la douleur déchirant sa voix. Elle courut vers eux et trouva Théo sur le sol en béton,
les mains liées, le visage strié de sang, mais vivant. Matteo le hissait, mais le sang coulait de son épaule et sa force s'épuisait à la seconde. Cassandra ne pensa pas. Elle bougea. Elle se précipita, prit Théo de l'autre côté, et avec Matteo le traînèrent dehors pendant que Bruno les couvrait, son arme martelant l'obscurité sans arrêt. Ils jaillirent de l'entrepôt, s'entassèrent dans les voitures et déchirèrent la nuit, laissant derrière eux des corps et la puanteur du sang. Sur le chemin du retour vers Manhattan, Cassandra pressa un tissu contre l'épaule de Matteo, sentant le sang chaud tremper ses doigts. L'adrénaline brûlait encore dans ses veines comme du feu, aiguisant chaque sens jusqu'à l'agonie. Elle leva les yeux et rencontra ses yeux gris, et pendant un instant, rien ne fut dit. Il leva une main couverte de sang vers sa joue et la tira ensuite. Le baiser s'abattit comme une tempête. Désespéré et rugueux, goûtant le sang et la poudre à canon, et la terreur de se perdre presque l'un l'autre, Cassandra l'embrassa en retour, oubliant tout sauf la chaleur de sa bouche sur la sienne, oubliant chaque raison pour laquelle c'était mal. Puis la réalité frappa comme de l'eau froide. Elle le repoussa, respirant fort, les yeux grands ouverts. « Je ne sais pas si ce que je ressens est réel, dit-elle, sa voix tremblante. Ou si c'est juste cette situation insensée. » Matteo l'étudia, les yeux gris portant toujours le feu qui avait flamboyé entre eux. Puis il la lâcha, lui donnant de l'espace, même si elle pouvait voir que cela lui faisait plus mal que la balle logée dans son épaule. Il n'argumenta pas. Il n'essaya pas de la persuader. Il ne promit rien. Il la laissa juste partir. Et d'une certaine manière, cela rendit tout 1000 fois plus difficile. Le lendemain, Cassandra retourna à l'appartement terrasse pour aider à mettre de l'ordre. Pendant que Matteo se remettait de sa blessure, la balle avait été retirée par un médecin privé qui était arrivé juste après minuit, ne posa aucune question et fut payé avec une épaisse enveloppe d'argent. Matteo était allongé dans son lit dans la chambre principale. Théo était dans la pièce d'à côté, soigné pour des blessures moins graves, et Bruno coordonnait tout avec l'efficacité froide d'une machine. À l'aube, la nouvelle s'était répandue dans le monde souterrain que l'Empire Velas s'était effondré en une seule nuit de feu. Carmine Velas était parti. Son règne de terreur terminé par l'homme même qu'il avait essayé de briser. Cassandra prit sur elle de nettoyer le bureau de Matteo, qui était tombé dans le chaos pendant les jours de préparation à la guerre avec Velas. Elle ramassa des documents éparpillés, rangea des livres et essaya de ne pas penser au baiser de la nuit précédente, au goût de sang sur ses lèvres, à la façon dont son cœur s'accélérait encore chaque fois que ce moment surgissait dans son esprit. Elle avait besoin de rester occupée. Elle avait besoin de ne pas penser. Un dossier glissa hors d'un tiroir de bureau quand elle essaya de pousser une pile de papier à l'intérieur. C'était un dossier en carton brun clair, sans étiquette, indiscernable de douzaines d'autres documents d'affaires dans la pièce. Elle avait l'intention de le ramasser et de le remettre sans regarder. Mais une photographie glissa et tomba sur le sol. Cassandra se pencha pour le récupérer et son corps fit un bond. C'était une photo d'elle marchant dans une rue de Brooklyn avec un café à la main, les cheveux attachés en arrière, son visage tiré par l'épuisement après une longue journée de travail. Le cliché avait été pris à distance, clairement sans qu'elle le sache, et une date était écrite à l'encre noire dans le coin. 3 mois avant qu'elle ne rencontre Matteo à l'Obsidienne. Ses mains tremblèrent alors qu'elle ouvrait entièrement le dossier. À l'intérieur se trouvait toute sa vie, cataloguée et organisée avec la froide précision d'un rapport de renseignement. Photo d'elle de mois plus tôt, aller au travail, faire les courses, visiter Penny à l'hôpital, les dossiers médicaux de Penny, son diagnostic de lupus, des historiques de traitement détaillés, son dossier de foyer d'accueil à partir de 12 ans, des listes de familles d'accueil, les écoles qu'elle avait fréquentées, même les notes et les commentaires des professeurs, des relevés de son abandon du collège, chaque emploi qu'elle avait eu, chaque adresse où elle avait vécu, tout. Il avait tout su d'elle avant même qu'ils ne se rencontrent.
La rencontre à l'Obsidienne n'avait pas été un accident. Frank parlant russe au téléphone. Sa réaction, tout cela avait fait partie d'un plan. Il l'avait choisi. Il avait tout orchestré. Cassandra ne se souvenait pas d'avoir marché jusqu'à la chambre de Matteo, seulement qu'elle se tenait soudainement dans l'embrasure de la porte avec le dossier dans ses mains et une rage brûlante en elle comme de l'acide. Matteo était assis appuyé contre la tête de Lee, son épaule enveloppée de bandages blancs. Et quand il vit ce qu'elle tenait, son expression ne changea pas. Pas de surprise, pas de remords, juste l'acceptation froide d'un homme qui savait que son secret avait été découvert. « Vous m'avez fait suivre », dit Cassandra, sa voix tremblante de colère. « Pendant 3 mois, vous saviez tout de moi avant que nous nous rencontrions. Cette rencontre au restaurant, tout était mis en scène. Matteo ne le nia pas. Il la regarda avec des yeux gris et fatigués et dit la vérité sans hésitation. J'avais besoin de quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Mon précédent interprète m'a trahi. Je ne pouvais pas risquer cela à nouveau. J'ai recherché chaque candidat viable. Vous étiez la meilleure option. La meilleure option, répéta Cassandra. Un rire amer s'arrachant d'elle. Parce que je suis pauvre et désespéré et que j'ai une sœur mourante, alors je n'oserais pas vous trahir, parce que vous aviez un levier sur moi. Matteo ne répondit pas, et son silence était une réponse suffisante. Cela fit comme si quelqu'un l'avait frappé à la poitrine. Chaque moment qu'ils avaient partagé, les conversations nocturnes, les regards, les brefs contacts, le baiser de la nuit précédente, tout cela était maintenant souillé par la vérité qu'il l'avait connue dès le début, qu'il l'avait choisi de la manière dont on choisit un outil utile, et tout ce qui vint après, demanda-t-elle, sa voix se brisant malgré ses efforts pour se retenir. Les conversations, les presque moments, tout cela faisait-il aussi partie de votre évaluation? Non, dit Matteo, et pour la première fois, elle entendit quelque chose se fracturer dans